Le miracle du cerveau. Notre ère est l'ère de la technologie et de la communication. Les ordinateurs et les téléphones relient toute la Terre. Aujourd'hui, à peu près 7 milliards de personnes peuvent communiquer entre elles à l'aide de la technologie. Pour pouvoir faire progresser encore plus les technologies de communication, les scientifiques développent de nouveaux projets. Or, en ce moment, sur Terre, il y a un tel réseau de communication qu'à peu près 100 milliards d'utilisateurs communiquent constamment sur ce réseau. Pour faciliter la communication, ces utilisateurs établissent des trillions de nouvelles connexions. Ici, les problèmes de liaison ne sont pas rencontrés comme dans votre ordinateur. Les utilisateurs ne se reposent jamais. Ici, l'électricité n'est pas coupée. Cet endroit est le cerveau. Ce réseau de communication magnifique que vous possédez a commencé à être établi alors que personne n'était au courant de votre existence. Avec votre naissance, le développement du système s'est accéléré et depuis ce jour, le nombre des réseaux établis augmente avec chaque jour qui passe. Votre âge avançant, vos expériences façonnent votre cerveau et votre cerveau vous façonne. Il rend possible ce lien fort que vous établissez avec votre environnement et que vous allez poursuivre à l'avenir. Dans ce documentaire, vous allez être témoin d'un des éléments les plus importants de la vie de l'être humain, le fonctionnement de cette conception parfaite et divine à l'intérieur du cerveau. Le miracle dans le cerveau du bébé. Ce bébé n'a encore que 3 semaines. Il est possible que même sa mère ne soit pas encore au courant de son existence. Seulement, dans tout le corps du bébé, il y a une activité et un changement intense. À cette période, les cellules se multiplient avec vitesse et subissent des changements. C'est encore dans cette même période que la colonne vertébrale commence à se préciser. Dans la 4e semaine, les cellules qui se développent le plus vite sont les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones. Chaque minute, à peu près 500 000 neurones se forment. Les neurones sont le groupe de cellules à la plus grande longévité et vivent avec nous tout au long d'une vie sans se renouveler. À la fin de la 4e semaine, les neurones abandonnent la colonne vertébrale. Eh bien, ici encore, un grand miracle se réalise. Dans ce cheminement, les neurones savent très bien où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Jamais ils ne se trompent de route. Dans cette formation, il n'y a aucune marge d'erreur. Et donc, ces neurones qui n'ont pas de yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, comment se fait-il qu'ils trouvent leur chemin sans faire d'erreur? Il n'y a pas de probabilité pour qu'un cheminement si parfait se réalise par hasard. Pour chaque personne sensée et ayant de l'intellect, la réponse est claire. Chaque cellule dans le corps humain fut créée pour une fonction spéciale et elle a été spécialement installée à l'endroit où elle doit remplir sa fonction. Chaque détail dans le corps humain est l'œuvre de l'art de la création d'Allah. Comme nous sommes également informés dans le Coran, je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah embrasse toutes choses de sa science et de sa puissance. Et l'une des structures aussi parfaites les unes que les autres dans la conception du cerveau, ce sont les auxiliaires des neurones, les glias. Les glias forment des fibres glissantes pour que les neurones puissent se déplacer plus vite.
Nous pouvons comparer ces fibres à une autoroute à plusieurs voies. Les neurones suivent donc cette route. À l'aide de cette route, sous forme de convoi, les neurones se dirigent vers la bonne adresse. Dans ce cheminement, la circulation ne bouchonne jamais. Aucun accident n'a lieu. Car chaque neurone prend la route de manière régulière en utilisant au moment le plus adéquat et de la meilleure manière les informations qui lui ont été encodées. Le voyage de ces neurones rappelle pour ainsi dire une émigration. Les neurones parvenant en dehors de la colonne vertébrale commencent désormais à former le cerveau sous forme de couches. Nous pouvons imaginer le développement dans le cerveau comme un jeu de théâtre. Dans ce jeu, il y a un scénario que les codes génétiques ont écrit. Seulement, il n'y a ni réalisateur ni producteur. Et à côté de tout cela, il y a un groupe d'acteurs qui ne comprennent pas le langage des uns des autres. Or, ce jeu est mis en scène avec réussite. Pour moi, ceci est tout à fait un miracle. Presque tous les organes se précisent pour le bébé qui complète ses 6 mois dans le ventre de sa mère. Ses mains, son nez, son cœur, ses poumons et son cerveau. À cette période, le développement du cerveau est très rapide. Le nombre de neurones dans le cerveau a atteint les 100 milliards. Des trillions de liaisons sont établies entre ces cellules. Et le nombre de ces liaisons continuera à augmenter en permanence tout au long d'une vie. La science n'arrive pas encore à expliquer comment ces liaisons sont établies. Les courants électriques formés entre les neurones permettent une communication ininterrompue entre le cerveau et le corps. Voici le premier instant où le bébé ouvre ses yeux sur le monde. À partir de ce moment, une longue période d'apprentissage l'attend. Le bébé va apprendre comment utiliser ses yeux, ses oreilles et ses pieds. Dans le même temps, son aptitude à parler et à penser va se développer, laquelle aptitude est accordée par Allah uniquement à l'être humain. Pour cette raison, il va utiliser les cellules nerveuses qui, pendant 9 mois dans le ventre de la mère, ne cessent de se multiplier et d'établir des liaisons. L'odorat est l'un des premiers sens du bébé qui se développe. Un bébé de 2 jours reconnaîtra sa mère par ce moyen. Le sens à se développer le plus tard est la vue. Le monde perçu par l'œil du nouveau-né n'est pas encore très net. Ce n'est que lorsqu'il aura 6 mois que le bébé commencera à voir son entourage tel un adulte. Il pourra suivre les corps en mouvement et percevoir la profondeur. Pendant le processus de maturation du bébé, les neurones stockent constamment des informations. Désormais, le cerveau d'un bébé de 11 mois a atteint la maturité nécessaire pour pouvoir distinguer la culture où il se trouve, la langue qui est parlée. Pendant ce processus, certains réseaux de neurones sont utilisés plus fréquemment que d'autres. Une partie de ces réseaux se multiplient et en se renforçant, ceux qui ne sont pas utilisés disparaissent. Comment fonctionne le système nerveux qui possède une structure beaucoup plus complexe que tous les ordinateurs et dont les limites ne peuvent être définies? Le système nerveux se compose d'environ 100 milliards de neurones et des trillions de liaisons entre ceux-ci. Essayons de réaliser dans notre pensée ce qui signifie des trillions de réseaux. Imaginez que vous discutiez avec un ami sur Internet et qu'un autre ami participe. Maintenant, élargissons cela un peu plus. Que 16 millions de personnes qui vivent à Istanbul communiquent entre elles au même moment sur Internet. Et de plus, en étant un tout, que cette circulation de messages serve un objectif commun. Et que cette communication dure sans interruption toute une vie. Et maintenant, augmentons le nombre de villes à 62 000. Essayons d'imaginer un réseau de 62 000 villes comme Istanbul, plein de personnes qui sont à chaque moment et constamment en intercommunication.
Eh bien ceci, c'est le cerveau. Avec la technologie d'aujourd'hui, il est impossible d'établir un tel réseau de communication. Or, de très nombreuses cellules installées dans les profondeurs du cerveau sont dans un tel état de communication les uns avec les autres. Cette situation, à elle seule, est un miracle de la création. Le système nerveux se divise en deux parties, le système nerveux périphérique et le système nerveux central. Le système nerveux périphérique transmet au cerveau avec une vitesse formidable toutes les informations qu'il acquiert de chaque partie du corps. À peu près 1 milliard de neurones qui forment la moelle épinière sont chargés de ce travail. Les neurones qui, de manière à former un réseau de communication, enveloppent chaque point du corps, les bras, les jambes, les organes internes, assurent la liaison entre le cerveau et le corps. Les nerfs qui atteignent chaque point de notre corps assurent le fonctionnement et l'équilibre harmonieux de tout le corps. Quant au système nerveux central, c'est un centre de commande très complexe où les informations venant du corps sont analysées et où les décisions sont prises en fonction de celles-ci. Le nombre de neurones présents dans le système nerveux central est de 85 milliards. Le cerveau, qui est l'élément le plus important de ce système, constitue seulement 2% de toute la masse du corps, et des milliards de neurones furent créés avec la particularité de pouvoir tenir dans ce petit organe limité. Les principaux acteurs du système sont des cellules microscopiques de 1/200 millième de millimètre. Lorsque celles-ci se rassemblent, elles permettent le fonctionnement du cerveau, dont encore, aujourd'hui, un grand nombre de ses fonctions restent un mystère. Et le plus important de tout, ceux qui forment ce réseau de communication magnifique ne sont pas des sociétés de personnes consciencieuses, mais seulement un groupe de cellules. Sur les membranes des cellules du cerveau, il y a des antennes, c'est-à-dire les dendrites, qui recueillent les messages qui leur parviennent. Les antennes sont liées à un corps principal, et à l'autre bout du corps se trouve une seule centrale qui diffuse l'information, c'est-à-dire l'axone. Les neurones prennent forme en fonction de l'endroit où ils se trouvent et du travail qu'ils accomplissent. Par exemple, alors que l'axone qui va transmettre le message de la moelle épinière au bras mesure 1 mètre, un autre axone qui s'étend de l'œil au cerveau ne mesure que 5 cm. Des milliards de neurones transportent au cerveau avec une vitesse prodigieuse les informations collectées via les organes sensoriels. Cette vitesse est de 1/50e de seconde. Quand ils font cela, ils utilisent des signaux électriques et chimiques. Le nombre d'antennes dans une cellule nerveuse varie entre 100 et 10 000. Ce nombre diminue et augmente en fonction du besoin. Les antennes collectent les informations venant d'une cellule et l'envoient à la centrale à l'autre bout. Dans la centrale, c'est-à-dire le bout des axones, se trouvent des poches de sac pour distribuer l'information. Ces dernières sont remplies d'émetteurs qui transforment les signaux électriques en signaux chimiques, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. Deux neurones sont séparés par une fente synaptique. Cet espace que vous voyez en ce moment mesure dans la réalité 1/50 millième de millimètre. Les neurotransmetteurs passent d'une cellule à une autre en sautant par ces espaces et assurent la communication entre deux cellules. Au bout d'une cellule se trouvent des émetteurs et au bout de l'autre cellule des récepteurs. Les émetteurs au bout sont les neurotransmetteurs. Ils sont stimulés par un signal électrique et avec ce stimulus, depuis le bout de l'axone, commence un bombardement sous forme de flux moléculaire. L'autre surface de la cellule est recouverte de récepteurs qui rappellent la forme d'une tulipe. Lorsque les molécules parviennent ici, les récepteurs ouvrent leurs pétales et donnent aux molécules l'autorisation de passer. Chaque molécule ne peut passer que par une seule porte. La molécule et la porte par où elle va entrer, tout comme une clé et une serrure, furent créées de manière à correspondre et aucun transmetteur ne peut entrer par une porte spécifique à un autre transmetteur. Les récepteurs moléculaires forment à nouveau un courant électrique dans la cellule. Désormais, l'information a été transmise à l'autre cellule et le devoir des neurotransmetteurs a été accompli.
En passant par une porte spéciale appropriée à leurs caractéristiques et que les différents neurotransmetteurs ne pourront jamais utiliser, les molécules, dont la fonction est terminée, retournent vers leurs propres cellules nerveuses. Pour pouvoir accomplir tous leurs devoirs de manière parfaite, les neurones ont besoin d'être nourris. Beslenmeye ihtiyaçları vardır. Les cellules du cerveau ne se nourrissent que de glucose pur et d'oxygène. Si l'oxygène nécessaire ne parvient pas aux neurones, la transmission d'informations est interrompue. Car le glucose, qui est le combustible des neurones, ne peut être utilisable que s'il y a suffisamment d'oxygène. En cas de manque d'oxygène, le sucre ne peut pas être utilisé. Dans cette situation, soit les informations sont stockées lentement, soit elles ne peuvent aucunement être stockées. Nous définissons cet état comme le fait de percevoir tard, distinguer tard ou bien oublier rapidement. Les neurones ne sont pas seuls dans le système nerveux. Les cellules glia sont chargées de soutenir et protéger les cellules nerveuses. En tant que masse, la moitié du cerveau se compose de cellules glia. Comme celles-ci sont plus petites que les cellules nerveuses, leur nombre est de 10 fois celui des cellules nerveuses. Certaines cellules glia aident les neurones à s'alimenter et certaines forment autour des axones la gaine qu'on appelle myéline. Alors que cette gaine isole les surfaces latérales des axones qui transportent les signaux électriques, elle augmente leur conductivité dans les points extrêmes. C'est-à-dire que l'information est transmise aux autres neurones avec le moins de pertes et à une très grande vitesse. De nos jours, dans tous les appareils de communication et dispositifs médicaux, on utilise avec la même logique des câbles en fibre spécialement isolés pour augmenter la vitesse de l'information et en diminuer la perte. À l'aide de ces câbles, on essaie de réduire les temps de transfert d'informations. La découverte du câble en fibre revêt une grande importance dans la diffusion et la vitesse de la technologie. Seulement, alors qu'il est encore dans le ventre de la mère, lorsque nous regardons le corps de l'être humain, nous voyons que tous les détails furent parfaitement pensés et installés aux bons endroits. Tout comme la gaine de myéline qui fut créée dans sa forme la plus parfaite, uniquement dans les neurones du cerveau, c'est-à-dire à l'endroit nécessaire. Un groupe de cellules glia est chargé de protéger le système nerveux des substances étrangères et des micro-organismes. Ceux qui sont dans ce groupe entourent les substances étrangères, les prennent à l'intérieur d'eux et, pour ainsi dire, les font disparaître en les mangeant. De ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant, les informations que nous possédons sur les fonctions du cerveau sont si limitées qu'on ne peut même pas en faire le résumé le plus simple. Et aujourd'hui, ce que savent les scientifiques sur le cerveau n'est que la partie émergente de l'iceberg. Le cerveau possède ainsi une conception si complexe et supérieure. Cette conception, qui est clairement un miracle de la création, la montrer comme un produit du hasard, essayer de l'expliquer avec la théorie de l'évolution, est en un seul mot irrationnel pour l'être humain qui s'est vu accorder un organe si extraordinaire. Le Coran nous informe ainsi des gens qui nient Allah, notre Créateur, en se laissant saisir de cette croyance irrationnelle. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Le développement dans le cerveau du bébé. Les années d'enfance sont la période où le cerveau se développe le plus vite, car c'est à cette période que va se développer l'aptitude à lire et à écrire qui font partie des plus grands bienfaits qu'Allah a donnés aux gens.
et cela va commencer à être utilisé. À cette période, le cerveau voudra enregistrer tout ce qui est perçu via les organes sensoriels. Pour cette raison, dans le cerveau de l'enfant, proportionnellement à celui de l'adulte, il y a 2 fois plus de réseaux de neurones. L'apprentissage se réalise avec la reconnaissance mutuelle des réseaux de neurones. Proportionnellement à la reconnaissance mutuelle des réseaux, l'enfant présentera un développement régulier. Par exemple, d'abord il rampera, puis il marchera et ensuite il commencera à parler. À cette période, l'enfant gagnera une série d'aptitudes sociales et mentales, comme se faire des amis, concentrer son attention sur un point et se rappeler des événements. Seulement, dans ces années, aucun processus d'apprentissage n'est aussi complexe et miraculeux que le parler. Comment l'enfant commence-t-il à parler? Est-il possible que cette fonction, sous l'administration du cerveau, ait pu apparaître suite à une série de hasards? Toutes les découvertes montrent que la réponse est non. Le cerveau est l'œuvre d'une création parfaite. Dans un verset, Allah nous rappelle ainsi cette création supérieure. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères, dénués de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. Dans l'hémisphère gauche du cerveau, l'aptitude à parler est contrôlée par les neurones. Le mécanisme qui rend possible le parler est en fait présent dans le cerveau dès le moment de la naissance. Seulement, le bébé commencera à parler suite à un processus de développement déterminé. Car tout comme dans l'exemple du réseau informatique, pour pouvoir parler, le cerveau doit enregistrer et accumuler les données en quantité et qualité nécessaires. Entre la mémoire et l'aptitude à parler, il y a un lien indissociable. Sans la mémoire, il est impossible que nous parlions. Quant à la mémorisation des informations par le cerveau, cela se réalise par 2 différents processus, les mémorisations à court terme et à long terme. Chez l'enfant, la mémorisation à long terme commence à se développer à peu près à 2 ans. Comme le développement de l'aptitude à parler est directement lié au développement de la mémorisation à long terme, l'enfant commence à parler dans toute la signification du mot à 2 ans. Contrairement à une conviction répandue, le cerveau n'enregistre pas toute chose entre ses plis. Il ne garde pas cela jusqu'à la fin de la vie pour pouvoir l'utiliser après. Un grand nombre d'informations auxquelles un sens n'a pu être donné, qui ne sont pas utilisées ou bien qui ne sont pas réitérées, sont effacées après être mises en attente pour une courte période dans la mémoire. Toutes les informations qui viennent des sens sont rassemblées dans l'hippocampe du cerveau. Si par les vérifications précédentes, un sens n'a pu être attribué à une donnée, elle sera effacée après être restée un temps très court dans cette région. Par exemple, nous entendons les conversations dans une langue étrangère. Seulement, nous ne pouvons pas lui donner de sens. Comme cette conversation est une information inutile pour nous, elle ne restera pas longtemps dans notre mémoire. Quant à certaines informations, elles sont nécessaires pour une période passagère et elles seront gardées en mémoire tant qu'elles seront utilisées. Cette durée peut être parfois 1 minute, 1 heure, 1 jour ou bien 3 ans. Par exemple, une formule mathématique mémorisée juste pour un examen ou bien le code d'entrée d'un ordinateur sont des informations de ce genre. Toutes les informations de ce genre sont gardées à court terme dans la mémoire et au moment où elles seront inutiles, elles seront effacées. La mémoire à long terme contient les informations envoyées de l'hippocampe à la couche de cortex. Chaque nouvel enregistrement fait dans la couche de cortex mettra en jeu les millions de neurones qui enveloppent entièrement le cortex. Par ce moyen, l'hippocampe contrôle la conformité entre les nouvelles informations et les anciennes. La nouvelle information sera enregistrée dans les couches plus basses du tissu proportionnellement à sa conformité avec les expériences passées.
les opérations d'enregistrement ne se font pas en un seul bloc. Le cerveau divise d'abord en fragments de base l'image ou l'information qu'il va prendre en mémoire. Chaque fragment va être stocké dans la partie concernée du cortex. Par exemple, une pomme. La forme de la pomme, sa couleur, son goût et son odeur sont fichés dans différentes parties du cerveau. En cas de besoin, ou bien quand un seul détail en rapport avec la pomme est rencontré, la notion de pomme et tous les détails contenus dans cette notion sont rappelés de la mémoire. Nous appelons cela se souvenir. En général, cette opération de rappel se réalise dans un temps si court que nous ne nous apercevons même pas que nous sommes en train de nous rappeler d'une chose quelconque. Et parfois, par exemple, en rappelant le nom d'un film que nous avons regardé il y a 10 ans, on pensera à ce nom toute la journée et parfois, nous nous en souviendrons des heures après. Aujourd'hui, nous pouvons visualiser le cerveau en cours de fonctionnement à l'aide d'appareils d'imagerie développés. Et encore, par ce moyen, nous savons quelles régions du cortex accomplissent quelles fonctions. Par exemple, cette partie, elle analyse les signaux venant de l'œil. Et cette partie vérifie les données des signaux du sens du toucher. Cette région juste à côté dirige les mouvements des muscles. Quant au parler, ceci se vérifie seulement dans ces deux points qui se trouvent dans la partie gauche du cerveau. Dans ces 10 dernières années, seules les activités de cette zone restreinte de la couche du cortex ont pu être analysées. Quant à cette grande zone restante, elle abrite encore de nombreux secrets. Un autre fait complexe de la période de l'enfance est le processus de développement de l'aptitude à lire. Pour que le fait de lire puisse se réaliser, de nombreuses régions du cerveau, différentes les unes des autres, doivent fonctionner en même temps et en harmonie. Dans la première phase du processus de la lecture, l'œil et la fonction visuelle sont en jeu. Rien que pour pouvoir voir, nous bénéficions de l'utilisation de 30 différents points de notre cerveau. Ces régions interprètent la couleur, le mouvement, la forme, la distance et la profondeur. Lorsque nous lisons, nous profitons de tous ces sous-systèmes. Nous percevons des lettres une à une et nous interprétons les groupes de lettres sous forme de mots. Et avec le rassemblement de tous les mots, nous comprenons la phrase. Le cerveau alignera ce qui a été lu, formera un thème et fera une nouvelle composition en utilisant ce qu'il trouve conforme dans la mémoire parmi les millions d'enregistrements précédents, visuels ou non visuels. Tous ces systèmes sont en dehors de notre conscience et deviennent actifs au même moment, et au cas où seulement un de ces systèmes subirait une défaillance, il sera impossible pour l'être humain de percevoir ne serait-ce que même une seule lettre. Bref, le fait qu'un être humain puisse lire même un seul mot est possible grâce au système magnifique qu'Allah lui a accordé. La personne qui sait cette vérité doit lire toute chose avec la conscience qu'Allah lui a enseignée dans le Coran. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence, lis, ton Seigneur est le très noble. La période de jeunesse est comprise entre 12 et 20 ans. Le cerveau a désormais complété son développement physique et son poids est d'environ 1400 grammes. Cette structure du cerveau mature, nous pouvons l'examiner en 3 parties, les hémisphères droit et gauche, le tronc cérébral et le cortex. Le tronc cérébral est le pont liant le système nerveux périphérique et le cerveau. Le tronc, à l'intérieur de lui-même, se compose de plusieurs parties. Quant à ces petites parties qui forment le tronc, elles sont responsables de fonctions prodigieuses. Le cervelet, situé ici, est responsable de l'équilibre et des mouvements des muscles. Grâce au cervelet, nous pouvons tenir debout en équilibre sur nos 2 pieds et marcher. Un organe qui revêt une importance aussi vitale couvre un petit endroit qui représente seulement 10% de notre cerveau.
Il contrôle la moelle épinière, les battements du cœur et le système respiratoire. Ce petit morceau du cerveau, qui ne sait même pas où se trouve le cœur, ni comment il est, détermine avec quelle fréquence doit battre le cœur. Il permet la communication et la coordination entre le thalamus, le tronc cérébral et les hémisphères du cerveau. Quant à l'hypothalamus, il est responsable des fonctions physiologiques de base, comme le contrôle de la température du corps, la pression sanguine, la douleur, la faim et la soif. Eh bien, ce qui fait toutes ces opérations, c'est un petit morceau de chair de seulement 4 grammes qui contient des milliards de nerfs. Très bien, mais comment se fait-il que tous ces petits organes qui assurent l'équilibre du corps et son fonctionnement réalisent toutes les fonctions avec des synchronisations parfaites et justes? La réponse à toutes ces questions est uniquement cachée dans le savoir d'Allah, celui qui crée tout et donne une forme parfaite. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, quant à l'hémisphère droit, il contrôle le côté gauche. Tout en étant une image miroir l'un de l'autre, les hémisphères ont des différences fonctionnelles importantes. Par exemple, les régions qui contrôlent le parler sont dans l'hémisphère gauche. Les régions qui contrôlent la perception de l'espace se trouvent dans l'hémisphère droit. Les parties internes des hémisphères sont responsables de fonctions différentes très nombreuses. L'apprentissage, la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que quelques-unes de ces fonctions. Le système nerveux central est le point de contrôle du plus haut niveau. Quand on parle de cerveau, la première chose qui nous vient à l'esprit est la structure amplie. Cette structure, à l'apparence d'un papier froissé, est le cortex. Le cortex a une épaisseur de 1 mm et il est composé de cellules grises. Lorsque cette couche du cerveau est étendue sur une surface plane, elle couvre une aire de 1,5 m². L'être humain, grâce à cette couche de 1 mm d'épaisseur dans le cerveau, lit, écrit, pense et fait des plans. Un point important concernant le cortex, il est propre à l'être humain. Il n'y a pas une telle couche chez les chimpanzés et les autres singes. Les darwinistes prétendaient en effet que ces derniers étaient soi-disant des proches parents de l'être humain. Toutes ces couches dans le cerveau sont dans une perfection qu'aucun scientifique ne peut concevoir et possèdent des structures d'une complexité qui ne peuvent se former suite à des hasards. Chacun des détails du cerveau fut conçu et créé spécialement. Toute personne douée de raison comprendra qu'un système si parfait est l'œuvre d'une création consciente. Ceci est la création sans pareille d'Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux. La vieillesse et l'intellect. À la fin de la période de maturité, le cerveau a acquis toutes ses expérimentations de base. Dans tout type de décision et de stratégie, il tire parti des informations stockées dans le cortex. La différence de base qui apparaît au premier plan dans un cerveau mature se trouve dans les sens. Nos sens, tout comme les autres informations à long terme, sont cachés dans les profondeurs de notre cerveau. La colère, le bonheur, la peur. Chacun a été encodé dans des endroits à part dans notre cerveau. Dès notre naissance, tous nos sens sont avec nous, et ceux-ci sont à la fois une bienveillance qu'Allah nous a accordée et aussi une épreuve. Par exemple, le sentiment de peur tiendra la personne éloignée du danger. Le bonheur permet de connaître la valeur des beautés que nous possédons et de les protéger. La conscience au-delà du cerveau.
Les informations qui nous parviennent via nos organes sensoriels se transforment en signaux électriques suite à une série d'opérations, et ces signaux sont interprétés dans les zones concernées de notre cerveau. C'est suite à ces interprétations que nous voyons une personne, que nous sentons une fleur, ou bien que nous entendons les bruissements des feuilles qui se balancent dans le vent. C'est-à-dire que dans le fait, ni les goûts, ni les bruits, ni les images n'existent. La seule chose que vous pouvez trouver dans notre cerveau, ce sont les signaux électriques. Depuis l'instant de notre naissance, nous voyons autour de nous un monde en couleurs. Nous faisons face à un environnement coloré. Or, dans l'univers, il n'y a même pas une seule couleur. Les couleurs se forment à l'intérieur de notre cerveau. À l'extérieur, il n'y a que des ondes électromagnétiques qui possèdent différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire que le monde que nous percevons est à l'intérieur de nous. Comment est la matière dans son exactitude? Ceci, nous ne pourrons jamais le savoir. La vraie matière est telle comme nous le voyons, c'est-à-dire le verre d'une feuille est-il également ainsi à l'extérieur? Très bien. Et qui est l'être possédant la conscience qui, tout au long d'une vie, à l'intérieur de la boîte crânienne extrêmement sombre et silencieuse, regarde les images qui lui sont montrées, pense, tire des conclusions et décide? Il est clair que ce n'est pas la présence du cerveau, issu des substances comme l'eau, la graisse, la protéine, que des atomes inconscients ont formé, qui va faire apparaître la conscience. Il doit y avoir une existence très différente au-delà du cerveau. Cette existence vit chaque chose de manière si réaliste que personne ne peut s'apercevoir qu'il n'est pas en contact avec l'original du son qu'il entend. Cette existence est l'esprit qu'Allah a créé avec un savoir sans pareil. Le cerveau est seulement un intermédiaire lors de l'émanation des particularités propres à l'esprit. Les matérialistes, qui rejettent cette réalité, essaient de montrer l'esprit comme une fonction du cerveau. Alors que depuis les 100 dernières années, les recherches effectuées sur le cerveau ont mis dans l'impasse l'assertion matérialiste en question. Si on réduit la conscience humaine au cerveau, on ne peut l'expliquer avec les fonctions du cerveau. Pour cette raison, quand les matérialistes doivent expliquer la conscience humaine, ils sont sans solution. Wilder Penfield, qui est l'un d'eux, après des travaux qui ont duré des années, est arrivé à la conclusion que l'existence de l'esprit est une réalité qui ne peut être niée. Les paroles de Penfield sont comme suit. Après avoir essayé d'expliquer pendant des années l'intellect comme uniquement la fonction du cerveau, je suis arrivé à la conclusion que l'adoption de la pensée qui soutient qu'une personne provient de deux éléments importants de notre existence est plus logique. Comme il apparaît clairement que l'explication de l'intellect sur la base d'opérations nerveuses à l'intérieur du cerveau va être impossible, j'ai compris qu'il était nécessaire de l'expliquer au regard de deux éléments importants de notre existence, la matière et l'esprit. Cette réalité, à laquelle sont parvenus les scientifiques, n'est rien d'autre que l'expression d'une vérité qu'Allah a fait savoir aux gens dans le Coran il y a 1400 ans. Allah nous informe ainsi qu'il a créé l'être humain avec son corps et qu'ensuite il lui a insufflé de son esprit. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni, qui a bien fait tout ce qu'il a créé, et il a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Puis, il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile, le sperme. Puis, il donna sa forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur, que vous êtes peu reconnaissants.
fibre revêt une grande importance dans la diffusion et la vitesse de la technologie. Seulement, alors qu'il est encore dans le ventre de la mère, lorsque nous regardons le corps de l'être humain, nous voyons que tous les détails furent parfaitement pensés et installés aux bons endroits. Tout comme la gaine de myéline qui fut créée dans sa forme la plus parfaite, uniquement dans les neurones du cerveau, c'est-à-dire à l'endroit nécessaire. Un groupe de cellules glia est chargé de protéger le système nerveux des substances étrangères et des micro-organismes. Ceux qui sont dans ce groupe entourent les substances étrangères, les prennent à l'intérieur d'eux et, pour ainsi dire, les font disparaître en les mangeant. De ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant, les informations que nous possédons sur les fonctions du cerveau sont si limitées qu'on ne peut même pas en faire le résumé le plus simple. Et aujourd'hui, ce que savent les scientifiques sur le cerveau n'est que la partie émergente de l'iceberg. Le cerveau possède ainsi une conception si complexe et supérieure. Cette conception, qui est clairement un miracle de la création, la montrer comme un produit du hasard, essayer de l'expliquer avec la théorie de l'évolution, est en un seul mot irrationnel pour l'être humain qui s'est vu accorder un organe si extraordinaire. Le Coran nous informe ainsi des gens qui nient Allah, notre Créateur, en se laissant saisir de cette croyance irrationnelle. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Le développement dans le cerveau du bébé. Les années d'enfance sont la période où le cerveau se développe le plus vite, car c'est à cette période que va se développer l'aptitude à lire et à écrire qui font partie des plus grands bienfaits qu'Allah a donnés aux gens, et cela va commencer à être utilisé. À cette période, le cerveau voudra enregistrer tout ce qui est perçu via les organes sensoriels. Pour cette raison, les informations qui nous parviennent via nos organes sensoriels se transforment en signaux électriques suite à une série d'opérations, et ces signaux sont interprétés dans les zones concernées de notre cerveau. C'est suite à ces interprétations que nous voyons une personne, que nous sentons une fleur, ou bien que nous entendons les bruissements des feuilles qui se balancent dans le vent. C'est-à-dire que dans le fait, ni les goûts, ni les bruits, ni les images n'existent. La seule chose que vous pouvez trouver dans notre cerveau, ce sont les signaux électriques. Depuis l'instant de notre naissance, nous voyons autour de nous un monde en couleurs. Nous faisons face à un environnement coloré. Or, dans l'univers, il n'y a même pas une seule couleur. Les couleurs se forment à l'intérieur de notre cerveau. À l'extérieur, il n'y a que des ondes électromagnétiques qui possèdent différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire que le monde que nous percevons est à l'intérieur de nous. Comment est la matière dans son exactitude? Ceci, nous ne pourrons jamais le savoir. La vraie matière est telle comme nous le voyons, c'est-à-dire le verre d'une feuille est-il également ainsi à l'extérieur? Très bien. Et qui est l'être possédant la conscience qui, tout au long d'une vie, à l'intérieur de la boîte crânienne extrêmement sombre et silencieuse, regarde les images qui lui sont montrées, pense, tire des conclusions et décide? Il est clair que ce n'est pas la présence du cerveau, issu des substances comme l'eau, la graisse, la protéine, que des atomes inconscients ont formé, qui va faire apparaître la conscience. Il doit y avoir une existence très différente au-delà du cerveau.
Cette existence vit chaque chose de manière si réaliste que personne ne peut s'apercevoir qu'il n'est pas en contact avec l'original du son qu'il entend. Cette existence est l'esprit qu'Allah a créé avec un savoir sans pareil. Le cerveau est seulement un intermédiaire lors de l'émanation des particularités propres à l'esprit. Les matérialistes, qui rejettent cette réalité, essaient de montrer l'esprit comme une fonction du cerveau. Alors que depuis les 100 dernières années, les recherches effectuées sur le cerveau ont mis dans l'impasse l'assertion matérialiste en question. Si on réduit la conscience humaine au cerveau, on ne peut l'expliquer avec les fonctions du cerveau. Pour cette raison, quand les matérialistes doivent expliquer la conscience humaine, ils sont sans solution. Wilder Penfield, qui est l'un d'eux, après des travaux qui ont duré des années, est arrivé à la conclusion que l'existence de l'esprit est une réalité qui ne peut être niée. Les paroles de Penfield sont comme suit. Pomme et tous les détails contenus dans cette notion sont rappelés de la mémoire. Nous appelons cela se souvenir. En général, cette opération de rappel se réalise dans un temps si court que nous ne nous apercevons même pas que nous sommes en train de nous rappeler d'une chose quelconque. Et parfois, par exemple, en rappelant le nom d'un film que nous avons regardé il y a 10 ans, on pensera à ce nom toute la journée et parfois, nous nous en souviendrons des heures après. Aujourd'hui, nous pouvons visualiser le cerveau en cours de fonctionnement à l'aide d'appareils d'imagerie développés. Et encore, par ce moyen, nous savons quelles régions du cortex accomplissent quelle fonction. Par exemple, cette partie, elle analyse les signaux venant de l'œil. Et cette partie vérifie les données des signaux du sens du toucher. Cette région juste à côté dirige les mouvements des muscles. Quant au parler, ceci se vérifie seulement dans ces deux points qui se trouvent dans la partie gauche du cerveau. Dans ces 10 dernières années, seules les activités de cette zone restreinte de la couche du cortex ont pu être analysées. Quant à cette grande zone restante, elle abrite encore de nombreux secrets. Un autre fait complexe de la période de l'enfance est le processus de développement de l'aptitude à lire. Pour que le fait de lire puisse se réaliser, de nombreuses régions du cerveau, différentes les unes des autres, doivent fonctionner en même temps et en harmonie. Dans la première phase du processus de la lecture, l'œil et la fonction visuelle sont en jeu. Rien que pour pouvoir voir, nous bénéficions de l'utilisation de 30 différents points de notre cerveau. Ces régions interprètent la couleur, le mouvement, la forme, la distance et la profondeur. Lorsque nous lisons, nous profitons de tous ces sous-systèmes. Nous percevons des lettres une à une et nous interprétons les groupes de lettres sous forme de mots. Et avec le rassemblement de tous les mots, nous comprenons la phrase. Le cerveau alignera ce qui a été lu, formera un thème et fera une nouvelle composition en utilisant ce qu'il trouve conforme dans la mémoire parmi les millions d'enregistrements précédents, visuels ou non visuels. Tous ces systèmes sont en dehors de notre conscience et deviennent actifs au même moment, et au cas où seulement un de ces systèmes subirait une défaillance, il sera impossible pour l'être humain de percevoir ne serait-ce que même une seule lettre. Bref, le fait qu'un être humain puisse lire même un seul mot est possible grâce au système magnifique qu'Allah lui a accordé. La personne qui sait cette vérité doit lire toute chose avec la conscience qu'Allah lui a enseignée dans le Coran. Bien, mais comment se fait-il que tous ces petits organes qui assurent l'équilibre du corps et son fonctionnement réalisent toutes les fonctions avec des synchronisations parfaites et justes? La réponse à toutes ces questions est uniquement cachée dans le savoir d'Allah, celui qui crée tout et donne une forme parfaite. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, quant à l'hémisphère droit, il contrôle le côté gauche. Tout en étant une image miroir l'un de l'autre, les hémisphères ont des différences fonctionnelles importantes. Par exemple, les régions qui contrôlent le parler sont dans l'hémisphère gauche. Les régions qui contrôlent la perception de l'espace se trouvent dans l'hémisphère droit. Les parties internes des hémisphères sont responsables de fonctions différentes très nombreuses. L'apprentissage,
la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que quelques-unes de ses fonctions. Le système nerveux central est le point de contrôle du plus haut niveau. Quand on parle de cerveau, la première chose qui nous vient à l'esprit est la structure amplie. Cette structure, à l'apparence d'un papier froissé, est le cortex. Le cortex a une épaisseur de 1 mm et il est composé de cellules grises. Lorsque cette couche du cerveau est étendue sur une surface plane, elle court une aire de 1,5 m². L'être humain, grâce à cette couche de 1 mm d'épaisseur dans le cerveau, lit, écrit, pense et fait des plans. Un point important concernant le cortex, il est propre à l'être humain. Il n'y a pas une telle couche chez les chimpanzés et les autres singes. Les darwinistes prétendaient en effet que ces derniers étaient soi-disant des proches parents de l'être humain. Toutes ces couches dans le cerveau sont dans une perfection qu'aucun scientifique ne peut concevoir et possèdent des structures d'une complexité qui ne peuvent se former suite à des hasards. Chacun des détails du cerveau fut conçu et créé spécialement. Toute personne douée de raison comprendra qu'un système si parfait est l'œuvre d'une création consciente. Ceci est la création sans pareille d'Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux. La vieillesse et l'intellect. À la fin de la période de maturité, le cerveau a acquis toutes ses expérimentations de base. Dans tout type de décision et de stratégie, il tire parti des informations. La réponse à toutes ces questions est uniquement cachée dans le savoir d'Allah, celui qui crée tout et donne une forme parfaite. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, quant à l'hémisphère droit, il contrôle le côté gauche. Tout en étant une image miroir l'un de l'autre, les hémisphères ont des différences fonctionnelles importantes. Par exemple, les régions qui contrôlent le parler sont dans l'hémisphère gauche. Les régions qui contrôlent la perception de l'espace se trouvent dans l'hémisphère droit. Les parties internes des hémisphères sont responsables de fonctions différentes très nombreuses. L'apprentissage, la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que quelques-unes de ces fonctions. Le système nerveux central est le point de contrôle du plus haut niveau. Quand on parle de cerveau, la première chose qui nous vient à l'esprit est la structure amplie. Cette structure, à l'apparence d'un papier froissé, est le cortex. Le cortex a une épaisseur de 1 mm et il est composé de cellules grises. Lorsque cette couche du cerveau est étendue sur une surface plane, elle court une aire de 1,5 m². L'être humain, grâce à cette couche de 1 mm d'épaisseur dans le cerveau, lit, écrit, pense et fait des plans. Un point important concernant le cortex, il est propre à l'être humain. Il n'y a pas une telle couche chez les chimpanzés et les autres singes. Les darwinistes prétendaient en effet que ces derniers étaient soi-disant des proches parents de l'être humain. Toutes ces couches dans le cerveau sont dans une perfection qu'aucun scientifique ne peut concevoir et possèdent des structures d'une complexité qui ne peuvent se former suite à des hasards. Chacun des détails du cerveau fut conçu et créé spécialement. Toute personne douée de raison comprendra qu'un système si parfait est l'œuvre d'une création consciente. Ceci est la création sans pareille d'Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux. La vieillesse et l'intellect. À la fin de la période de maturité, le cerveau a acquis toutes ses expérimentations de base. Dans tout type de décision et de stratégie, il tire parti des informations stockées dans le cortex. La différence de base qui apparaît au premier plan dans un cerveau mature se trouve dans les sens.
Nos sens, tout comme les autres informations à long terme, sont cachés dans les profondeurs. La période de jeunesse est comprise entre 12 et 20 ans. Le cerveau a désormais complété son développement physique et son poids est d'environ 1400 grammes. Cette structure du cerveau mature, nous pouvons l'examiner en 3 parties: les hémisphères droit et gauche, le tronc cérébral et le cortex. Le tronc cérébral est le pont liant le système nerveux périphérique et le cerveau. Le tronc, à l'intérieur de lui-même, se compose de plusieurs parties. Quant à ces petites parties qui forment le tronc, elles sont responsables de fonctions prodigieuses. Le cervelet, situé ici, est responsable de l'équilibre et des mouvements des muscles. Grâce au cervelet, nous pouvons tenir debout en équilibre sur nos 2 pieds et marcher. Un organe qui revêt une importance aussi vitale couvre un petit endroit qui représente seulement 10% de notre cerveau. Il contrôle la moelle épinière, les battements du cœur et le système respiratoire. Ce petit morceau du cerveau, qui ne sait même pas où se trouve le cœur, ni comment il est, détermine avec quelle fréquence doit battre le cœur. Il permet la communication et la coordination entre le thalamus, le tronc cérébral et les hémisphères du cerveau. Quant à l'hypothalamus, il est responsable des fonctions physiologiques de base, comme le contrôle de la température du corps, la pression sanguine, la douleur, la faim et la soif. Eh bien, ce qui fait toutes ces opérations, c'est un petit morceau de chair de seulement 4 grammes qui contient des milliards de nerfs. Très bien, mais comment se fait-il que tous ces petits organes qui assurent l'équilibre du corps et son fonctionnement réalisent toutes les fonctions avec des synchronisations parfaites et justes? La réponse à toutes ces questions est uniquement cachée dans le savoir d'Allah, celui qui crée tout et donne une forme parfaite. L'hémisphère gauche du cerveau contrôle le côté droit du corps, quant à l'hémisphère droit, il contrôle le côté gauche. Tout en étant une image miroir l'un de l'autre, les hémisphères ont des différences fonctionnelles importantes. Par exemple, les régions qui contrôlent le parler sont dans l'hémisphère gauche. Les régions qui contrôlent la perception de l'espace se trouvent dans l'hémisphère droit. Les parties internes des hémisphères sont responsables de fonctions différentes très nombreuses: l'apprentissage, la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que internes des hémisphères, sont responsables de fonctions différentes très nombreuses: l'apprentissage, la mémoire, la préservation de l'équilibre du corps, le contrôle des systèmes hormonaux dans le corps et les réactions émotionnelles ne sont que quelques-unes de ces fonctions. Le système nerveux central est le point de contrôle du plus haut niveau. Quand on parle de cerveau, la première chose qui nous vient à l'esprit est la structure amplie. Cette structure, à l'apparence d'un papier froissé, est le cortex. Le cortex a une épaisseur de 1 mm et il est composé de cellules grises. Lorsque cette couche du cerveau est étendue sur une surface plane, elle couvre une aire de 1,5 m². L'être humain, grâce à cette couche de 1 mm d'épaisseur dans le cerveau, lit, écrit, pense et fait des plans. Un point important concernant le cortex, il est propre à l'être humain. Il n'y a pas une telle couche chez les chimpanzés et les autres singes. Les darwinistes prétendaient en effet que ces derniers étaient soi-disant des proches parents de l'être humain. Toutes ces couches dans le cerveau sont dans une perfection qu'aucun scientifique ne peut concevoir et possèdent des structures d'une complexité qui ne peuvent se former suite à des hasards. Chacun des détails du cerveau fut conçu et créé spécialement. Toute personne douée de raison comprendra qu'un système si parfait est l'œuvre d'une création consciente. Ceci est la création sans pareille d'Allah le Tout-Puissant, le Seigneur des cieux, de la terre et de toutes choses qui se trouvent entre eux. La vieillesse et l'intellect.
fin de la période de maturité, le cerveau a acquis toutes ses expérimentations de base. Dans tout type de décision et de stratégie, il tire parti des informations stockées dans le cortex. La différence de base qui apparaît au premier plan dans un cerveau mature se trouve dans les sens. Nos sens, tout comme les autres informations à long terme, sont cachés dans les profondeurs de notre cerveau. La colère, le bonheur, la peur. Chacun a été encodé dans des endroits à part dans notre cerveau. Dès notre naissance, tous nos sens sont avec nous, et ceux-ci sont à la fois une bienveillance qu'Allah nous a accordée et aussi une épreuve. Par exemple, le sentiment de peur tiendra la personne éloignée du danger. Le bonheur permet de connaître la valeur des beautés que nous possédons et de les protéger. L'électricité n'est pas coupée. Cet endroit est le cerveau. Ce réseau de communication magnifique que vous possédez a commencé à être établi alors que personne n'était au courant de votre existence. Avec votre naissance, le développement du système s'est accéléré et depuis ce jour, le nombre des réseaux établis augmente avec chaque jour qui passe. Votre âge avançant, vos expériences façonnent votre cerveau et votre cerveau vous façonne. Il rend possible ce lien fort que vous établissez avec votre environnement et que vous allez poursuivre à l'avenir. Dans ce documentaire, vous allez être témoin d'un des éléments les plus importants de la vie de l'être humain, le fonctionnement de cette conception parfaite et divine à l'intérieur du cerveau. Le miracle dans le cerveau du bébé. Ce bébé n'a encore que 3 semaines. Il est possible que même sa mère ne soit pas encore au courant de son existence. Seulement, dans tout le corps du bébé, il y a une activité et un changement intense. À cette période, les cellules se multiplient avec vitesse et subissent des changements. C'est encore dans cette même période que la colonne vertébrale commence à se préciser. Dans la 4e semaine, les cellules qui se développent le plus vite sont les cellules nerveuses, c'est-à-dire les neurones. Chaque minute, à peu près 500 000 neurones se forment. Les neurones sont le groupe de cellules à la plus grande longévité et vivent avec nous tout au long d'une vie sans se renouveler. À la fin de la 4e semaine, les neurones abandonnent la colonne vertébrale. Eh bien, ici encore, un grand miracle se réalise. Dans ce cheminement, les neurones savent très bien où ils doivent aller et ce qu'ils doivent faire. Jamais ils ne se trompent de route. Dans cette formation, il n'y a aucune marge d'erreur. Et donc, ces neurones qui n'ont pas de yeux pour voir, d'oreilles pour entendre, comment se fait-il qu'ils trouvent leur chemin sans faire d'erreur ? Il n'y a pas de probabilité pour qu'un cheminement si parfait se réalise par hasard. Pour chaque personne sensée et ayant de l'intellect, la réponse est claire. Chaque cellule dans le corps humain fut créée pour une fonction spécialement isolée pour augmenter la vitesse de l'information et en diminuer la perte. À l'aide de ces câbles, on essaie de réduire les temps de transfert d'informations. La découverte du câble en fibre revêt une grande importance dans la diffusion et la vitesse de la technologie. Seulement, alors qu'il est encore dans le ventre de la mère, lorsque nous regardons le corps de l'être humain, nous voyons que tous les détails furent parfaitement pensés et installés aux bons endroits. Tout comme la gaine de myéline qui fut créée dans sa forme la plus parfaite, uniquement dans les neurones du cerveau, c'est-à-dire à l'endroit nécessaire. Un groupe de cellules glia est chargé de protéger le système nerveux des substances étrangères et des micro-organismes. Ceux qui sont dans ce groupe entourent les substances étrangères, les prennent à l'intérieur d'eux et pour ainsi dire, les font disparaître en les mangeant.
De ce que nous avons abordé jusqu'à maintenant, les informations que nous possédons sur les fonctions du cerveau sont si limitées qu'on ne peut même pas en faire le résumé le plus simple. Et aujourd'hui, ce que savent les scientifiques sur le cerveau n'est que la partie émergente de l'iceberg. Le cerveau possède ainsi une conception si complexe et supérieure. Cette conception, qui est clairement un miracle de la création, la montrer comme un produit du hasard, essayer de l'expliquer avec la théorie de l'évolution, est en un seul mot irrationnel pour l'être humain qui s'est vu accorder un organe si extraordinaire. Le Coran nous informe ainsi des gens qui nient Allah, notre Créateur, en se laissant saisir de cette croyance irrationnelle. Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Dit, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Le développement dans le cerveau du bébé. Les années d'enfance sont la période où le cerveau se développe le plus vite, car c'est à cette période que va se développer l'aptitude à lire et à écrire qui font partie des plus grands bienfaits qu'Allah